Écoutez, parmi les bugs qui peuvent un peu agacer, il y avait l'épreuve de LV2 de chinois, hein, où il y avait dans le sujet une confusion entre l'exercice 1 et l'exercice 2. L'épreuve commençait à 14h, dès 14h15, 15h20, quelques candidats ont timidement levé la main pour demander aux surveillants s'il n'y avait pas une erreur dans le sujet. Et finalement, ça a été rectifié et c'est revenu dans les établissements à 15h30, hein, pour une épreuve qui durait 2 heures. D'ailleurs, dans ce cas-là, on dit plus rien aux élèves parce qu'on les affole inutilement, on aggrave le stress des élèves. Pareil en allemand, je crois qu'il y a eu une erreur entre la question 11 et la question 12 ou l'inverse, je ne sais plus. Elles étaient en chiffres romains, il manquait un petit bâton. Enfin bon, voilà des erreurs de qualité, enfin des choses qui ne sont pas normales de la part de sujets qui ont été testés, vus dans des commissions, étudiés, et que là, mieux tracé, alors sans doute est-ce fait, même s'il n'y a pas de communication à ce sujet, que l'itinéraire des erreurs, parce qu'il y a des erreurs là qui posent des problèmes élémentaires de qualité et parfois même de simple sérieux. Alors, il faut dire que c'est pas nouveau. On était assez familiarisé dans les BTS et les bacs technologiques et professionnels. Alors là, évidemment, on en parle plus parce que ça atteint maintenant les baccalauréats généraux. Mais enfin, ça fait quand même, cette fois-ci, beaucoup d'erreurs. Il y a quasiment pas eu une demi-journée où il n'y ait pas eu d'alerte sur les sujets. C'est le symptôme d'un système, je pense, qui se dégrade, voilà, tout simplement, d'une espèce de lassitude générale, je pense que le souffle qui portait le baccalauréat il y a encore 20 ans, a aujourd'hui largement disparu. Les gens ne voient plus que quelque chose de monstrueux, d'harassant, dont tout le monde pressent bien qu'il n'a plus véritablement de sens, dont on a quand même multiplié à loisir les complications. Quand vous regardez le nombre invraisemblable d'épreuves de langue différentes. Donc à chaque fois vous créez des risques d'ailleurs d'erreur, des preuves qui portent presque le même nom mais qui sont des jours différents, etc. etc. Et comme vous avez des sujets nationaux, la moindre erreur qui a lieu dans un endroit quelconque prend tout de suite une dimension nationale, au lieu de rester une erreur locale comme... Alors il n'est pas sûr qu'il y ait au total tant d'erreurs que ça. Par rapport à la masse que ça représente, mais évidemment ça se voit beaucoup plus. Et puis là, je répète, sur les sujets eux-mêmes, on trouve cette année qu'il y a eu quand même beaucoup d'erreurs, en tous les cas beaucoup plus que d'habitude. Tout à fait. Vous savez qu'on avait failli faire repasser, c'était à l'époque où Luc Châtel était ministre, l'épreuve de mathématiques de S. Finalement, on avait renoncé à le faire. Là, on fait repasser l'épreuve de LV1 dans les bacs technologiques pour les élèves qui font donc l'espagnol, mais on leur rajoute une épreuve supplémentaire pour une épreuve dont la place dans le bac technologique est quand même relativement secondaire. Voilà. Il y a forcément des erreurs. Enfin, on a créé un système qui sécrète les fuites, les erreurs et la fraude. Voilà. Donc on essaie de combattre des choses qu'on alimente nous-mêmes par la nature même du baccalauréat tel qu'il fonctionne et tel qu'il est organisé. Puis voilà, il y a sans doute une sorte de vieillissement de l'organisation, comme toutes les organisations. À un moment ça marche bien et puis à un moment donné les choses qui marchaient bien se mettent à moins bien fonctionner et on le voit là, des problèmes de jury sans correcteur, quand on cherche à la dernière minute, d'élèves pas convoqués dans le bon jury, etc. etc. Tout ça a existé, mais on a l'impression effectivement d'une sorte de dysfonctionnement croissant et larvé. C'est pas non plus la catastrophe. Dans l'ensemble, finalement, il y a peu d'erreurs par rapport à la masse, mais c'est sans doute effectivement le symptôme d'un certain vieillissement de l'organisation. Alors, ce qui frappe, c'est que tous les ans, maintenant, il y a des pétitions contre les sujets. Et quand vous êtes dans un centre d'examen et que vous regardez les sujets, que vous regardez aussi la tête des professeurs des disciplines concernées, je ne parle pas des élèves, vous êtes quand même très étonné par certains sujets qui sont posés. Je pense qu'il me vient à l'esprit un sujet en histoire, je crois que c'était au baccalauréat de la série L, qui était, je cite de tête, socialisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1949. Moi, je veux bien de ce sujet au CAPES. Je veux bien de ce sujet à Sciences Po, je veux bien de ce sujet en L2, voire en L3. Enfin, ça me paraît un sujet bien pointu pour des élèves de terminale, voilà, qui n'auront passé, il suffit de regarder les programmes, que
peu de temps sur une telle question. Alors l'Allemagne depuis 1949, c'est un sujet pour les terminales, mais pas le socialisme et le syndicalisme. Je ne sais pas d'ailleurs qui serait capable de faire une bonne dissertation. Aussi, il y aura des élèves qui feront une bonne dissertation, mais ce qu'ils sauront, ils l'auront pas appris à l'école. Et ce type de sujet ne fait que d'amplifier ce contre quoi on essaie de lutter. Donc effectivement, on peut s'interroger sur un certain nombre de sujets. Au baccalauréat, qui est un examen de masse et pas un concours, il faut des sujets classiques, voilà, des sujets sans imagination, auxquels tout le monde s'attend un peu, voilà, c'est normal. Et la recherche de sujets inventifs, de sujets originaux, de sujets pointus, écoutez, c'est pas le bon moment. Et on ne fait pas ça aux élèves. Je pense par exemple en français, il y avait des textes très, très, très intéressants, un de Proust et un de Marguerite Duras. Bon, ce sont pas quand même les lecteurs les plus accessibles, voilà, surtout quand on est relativement jeune, avec un texte de Proust où il a fallu donner 10 définitions de mots de vocabulaire, parce que finalement un élève de terminale en 2017, il ne sait pas trop ce qu'est une lanterne magique. Oui. Et le mot mordoré n'est pas le mot dont on se sert tous les jours. Et donner un texte de Marguerite Duras avec une phrase qui devait faire 7 ou 8 lignes, pareil, c'est un travail qu'on fait en lettres à l'université. Mais enfin, on manque pas d'auteurs accessibles dans la tradition littéraire française, sur lesquels on peut travailler. Je veux dire, Balzac, Hugo, Zola nous fournissent bien assez de textes pour donner des textes facilement accessibles, compréhensibles et analysables par des élèves de 17 ans, je répète, et pas des étudiants en lettres modernes. Bon, il y a des gens qui se font plaisir dans ces sujets, voilà, c'est clair, ils ont trouvé le sujet original ou le sujet qui correspond au travail universitaire qu'ils avaient fait quand ils étaient plus jeunes et qui leur est particulièrement cher. Voilà, il faut poser des sujets classiques, voilà, normaux. Remarquez, on a un modèle de sujet classique, c'est la philosophie, on n'est jamais surpris. Finalement, c'est la preuve qu'on sait faire des sujets classiques. Et donc, je pense que pour un examen de maths qui s'adresse à un public très large aujourd'hui, il n'est pas correct de déstabiliser les élèves, dont certains ont fait tout ce qu'ils ont pu, qu'ont travaillé, qu'ont appris, alors peut-être pas comme il fallait. Alors évidemment, ils sont peut-être pas des grands intellectuels qui ont un grand recul, qui sont capables de théoriser sur le marxisme allemand. Enfin, c'est pas ce qu'on demande à des élèves de 17 ou 18 ans. Donc je pense qu'il y a un vrai problème, effectivement, des sujets, de leur longueur, de leur sophistication. Voilà, c'est un examen de masse destiné à évaluer des élèves ordinaires qui ont appris normalement, et beaucoup de sujets ne sont pas faits pour ce public. D'abord, il ne faut pas poser la question du bac tout seul, de poser la question comment on va réformer le bac, quelles sont les épreuves qui auront lieu, est-ce qu'il doit y avoir du contrôle continu. Ce n'est plus la peine de faire en 2017 les réformes qu'on a ratées il y a 15 ou 20 ans. Bon, elles ont été ratées à ce moment-là, on est dans un autre contexte, et notamment le contexte a été totalement bouleversé par ce qu'on appelle aujourd'hui le bac-3, bac+3, qui est un concept qui n'existait pas il y a 15 ans, et notamment qui s'est organisé autour de quelque chose de devenu en fait bien plus central pour les élèves et pour leur devenir que le bac, qui s'appelle APB, admission post-bac. Donc la question qui se pose aujourd'hui, tout simplement, c'est à quoi sert le bac aujourd'hui, objectivement? Et quand vous vous posez cette question, vous n'avez qu'une seule réponse, en fait à rien. Il ne sert qu'à ceux qui ne l'ont pas pour ne pas continuer. Pour tous les autres, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. D'ailleurs, on ne se sert jamais des résultats du bac. Regardez en médecine, quand il a fallu, il y avait trop de candidats par rapport au nombre de places, on tire au sort les élèves, on ne regarde pas leurs résultats au bac. Et quand il y a besoin de regarder les résultats des élèves, je pense pour les formations sélectives, on ne regarde pas les résultats au bac, on regarde les bulletins trimestriels. Donc quand on réfléchit objectivement à quoi sert-il, aujourd'hui la réponse est simple, à rien. Si, alors il sert à préparer les élèves à passer les épreuves, enfin si c'est ça, on peut faire quand même nettement plus simple. Si on le laisse comme il est aujourd'hui, ça veut dire en fait qu'on le supprime virtuellement un jour ou l'autre, puisqu'un jour on se rendra compte que quand même, pour quelque chose qui représente la suppression de 2 milliards d'euros par an d'heures de cours et qui ne sert à rien, on peut réfléchir, peut-être qu'on ferait mieux de faire des heures de cours jusqu'à la fin de l'année. Alors en revanche, on peut se dire qu'il ne faut pas supprimer le bac, et c'est notre position, parce qu'on a besoin d'un outil de régulation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, et que cet outil doit être le baccalauréat. Mais que le baccalauréat doit redevenir clairement ce qu'il était à l'origine, ce qui est d'ailleurs sa raison d'être juridique, c'est-à-dire l'examen d'entrée dans l'enseignement supérieur. Et que le baccalauréat ne doit pas être une série d'épreuves sur le programme de terminale, ça on peut le faire autrement.
On peut faire un simple certificat de fin d'études secondaires. En revanche, l'évaluation, voilà, se poser la question, est-ce que cet élève-là, qui par ailleurs peut avoir de bonnes notes, ou pas très bonnes d'ailleurs, parce qu'il maîtrise bien ou pas très bien le programme de terminale, est-ce qu'il a les compétences qui lui permettent de réussir dans l'enseignement supérieur? Parce que le paradoxe quand même dans lequel on est, c'est qu'on a plus de 85% de reçus au bac, et on a quand même 40% des étudiants qui arrivent, même un peu moins, qui décrochent leur licence quand même. C'est-à-dire qu'on est à des taux d'échec absolument faramineux. Ce qui veut dire que ce baccalauréat ni n'évalue les compétences des élèves, que ces compétences d'ailleurs pour réussir l'enseignement supérieur ne sont pas travaillées dans les programmes du lycée. Donc quand on pose la question du baccalauréat, c'est cette question-là pour nous qu'il faut poser, et pas commencer par la fin. C'est-à-dire commencer par le nombre d'épreuves et les disciplines qui seront là ou pas là. Ça sera la toute dernière étape, une fois qu'on sera tombé d'accord. Est-ce que, puisque maintenant qu'il ne sert plus à rien, il faut un examen qui sert à quelque chose? 2, si c'est un examen qui sert à quelque chose, à quoi sert-il exactement? Et une fois qu'on aura défini exactement à quoi il sert, et pour nous, c'est à vérifier les compétences pour réussir dans l'enseignement supérieur, ça consiste en quoi? Vérifier les compétences dont ont besoin les étudiants dans l'enseignement supérieur. Et une fois qu'on aura répondu à tout ça, on verra exactement comment on organise les épreuves. Écoutez, oui, les établissements tombent des nues, les élèves aussi, surtout, je pense. Donc, comme les universités ne peuvent pas regarder les résultats des élèves, ni trier les élèves qui ont le baccalauréat, ni prendre en compte l'origine du baccalauréat, donc on ne peut pas faire de tri à l'entrée en licence. Et si vous avez trop de monde par rapport à l'entrée en licence ou pas trop de monde, on avait commencé par inventer un système à 2 étages pour que les élèves le sachent tout de suite. On leur avait dit, voilà, vous avez 2 types de licences, des licences dites pastilles jaunes, tout bêtement parce qu'elles étaient précédées d'un rond jaune, qui étaient les licences où il y avait trop de pression et donc où il pouvait y avoir un tirage au sort. Et les licences dites pastilles vertes, donc tout simplement parce qu'il y avait un rond vert devant le nom de la licence, qui étaient des licences dites libres, c'est-à-dire où on disait aux élèves, vous demandez ça, vous êtes sûr d'y aller. Donc les élèves ont compris ça, les établissements ont compris ça, et les établissements ont expliqué en long et en large en leur travers, les professeurs principaux, les conseillers d'orientation, enfin tout le monde, pas de souci mes enfants, demandez ou terminez par une pastille verte, ça vous êtes sûr de l'avoir. Et puis le premier tour d'APB, et puis des élèves, alors certains élèves d'ailleurs tellement sûrs de ce qu'on leur disait qu'ils n'avaient demandé qu'une pastille verte, puisque c'est ce qu'ils voulaient et qu'on leur avait dit que c'était sûr, ils sont arrivés pour dire, voilà, je suis en attente sur ma pastille verte. Alors première réaction des établissements, mais non mon enfant, c'est impossible, puisque c'est une licence en quelque sorte garantie. Et les établissements ont découvert qu'il y avait du tirage au sort sur un certain nombre de pastilles vertes parce que les élèves sont venus s'en inquiéter. Les établissements n'ont jamais été informés de cela, et les élèves d'ailleurs n'ont plus reçu aucune information. On s'étonne beaucoup, on nous rabat les oreilles de la gestion de crise, on nous rabat les oreilles de la bienveillance, et on se conduit avec quand même désinvolture, et je dirais quand même vis-à-vis des établissements qu'on laisse dans l'ignorance, et une certaine cruauté quand même par rapport aux élèves, dont certains ont commencé le bac alors qu'ils étaient en larmes quand même. Alors bien sûr, c'est des réalités ça que les décideurs ne voient jamais. Et toujours, on ne veut pas voir ces choses. Et donc nous avons passé notre temps à rassurer des gens, sans très bien savoir d'ailleurs si on avait raison de les rassurer ou pas. Pour qu'au moins ils passent le bac avec le moral. Donc l'espèce de désinvolture, si vous voulez, avec laquelle les choses ont été conduites, l'omerta quand même qui règne toujours sur les chiffres aujourd'hui, mettent quand même dans un certain malaise. Parce que, alors apparemment des efforts sont faits aujourd'hui pour régler les choses. On nous parle d'un résultat final qui sera que quasiment tous les étudiants qui ont demandé des pastilles vertes soumises à un tirage au sort à un moment auront finalement ce qu'ils demandaient. Mais même si cet effort est fait, il faut le saluer, même si cet effort est fait, il restera quand même des dégâts considérables parce que là on a instillé le poison de la méfiance. Voilà, aujourd'hui on se méfie de la parole publique et quand on nous dira quelque chose aujourd'hui, on ne saura pas si c'est vrai ou pas.